Bonjour à tous, bienvenue au Sciences on tourne. Je suis Charlotte Borghino, chargée de médiation scientifique au sein d'Acoustica à Reims. Aujourd'hui, pour ce Sciences on tourne, nous allons essayer de comprendre comment utiliser les végétaux comme alternative au pétrole. Et plus précisément, comment utiliser les fibres végétales, telles que les pailles de blé ou encore les fibres de bois, pour pouvoir les transformer en molécules d'intérêt. C'est ce que nous allons voir avec notre équipe de recherche, avec notamment Caroline Raymond, qui est professeure de biotechnologie, ainsi que toute son équipe qui travaille au sein de l'Université Reims-Champagne-Ardenne et de l'INRA. Allez, c'est parti! Bienvenue au laboratoire de fractionnement des agroressources et environnement de Reims. Donc nous sommes ici dans les locaux de la chaire Affaires, chaire qui est une entité du laboratoire. Nous sommes en fait une dizaine de scientifiques à travailler sur le développement de procédés novateurs et respectueux de l'environnement, en utilisant notamment des micro-organismes et des enzymes issus de la nature, pour fractionner et transformer le végétal en des molécules que vous utilisez dans votre quotidien. Par exemple, des molécules en tant qu'ingrédients pour des produits cosmétiques ou encore en tant qu'ingrédients pour des produits de la détergence. Actuellement, la majeure partie des énergies, des carburants, des molécules pour la chimie ou encore des matériaux plastiques proviennent des ressources pétrolières. Donc ce sont des ressources carbone fossiles. En fait, ce n'est pas sans poser de problème, puisque comme vous le savez certainement, les ressources fossiles s'amenuisent et leur utilisation génère des problèmes environnementaux importants, par exemple le réchauffement climatique, puisqu'en fait, en extrayant les ressources fossiles, on extrait du carbone qui était enfoui depuis des millénaires. Une alternative, c'est le bioraffinage du végétal. Alors le bioraffinage, ça consiste en fait à une transposition de la raffinerie pétrolière. L'idée est de transformer et valoriser la plante entière, tous les constituants de la plante, pour diverses applications. Donc comme vous le savez, on utilise d'ores et déjà les végétaux pour l'alimentation de l'homme, l'alimentation animale, mais aussi pour fabriquer des meubles à partir de bois, fabriquer du papier à partir de cellulose, ou encore en tant que source de chauffage, en brûlant des granulés ou du bois. L'avenir, c'est en fait de produire des molécules pour la chimie, des carburants ou encore des matériaux à partir du végétal, c'est-à-dire remplacer en partie ce qui vient actuellement des ressources fossiles par des éléments issus du végétal. C'est donc dans ce contexte que s'effectuent nos activités de recherche. Nous nous intéressons plus particulièrement au végétal non alimentaire, que l'on appelle la biomasse lignocellulosique. Alors, la biomasse lignocellulosique, c'est par exemple du bois ou encore des coproduits agricoles tels que les pailles. Donc, cette biomasse lignocellulosique est abondante puisqu'en fait, chaque cellule végétale est entourée d'une paroi végétale et cette paroi est constituée de lignocellulose. Les trois principaux constituants de la lignocellulose sont la cellulose, qui est un polymère de glucose, la lignine, qui est un polymère de molécules aromatiques, et le troisième constituant, ce sont les hémicelluloses, qui sont des polymères de différents sucres. Nous nous intéressons à ces trois classes de constituants végétaux que nous essayons d'extraire et de découper en fragments plus petits, en molécules, et ensuite nous fonctionnalisons certaines molécules pour leur conférer des propriétés intéressantes. Ce sont ces différentes étapes que nous vous proposons de voir aujourd'hui dans ce film en parcourant les laboratoires et en vous montrant des expérimentations réalisées au laboratoire. Allons-y. Pour obtenir les molécules d'intérêt à partir des parois végétales, on peut utiliser un fractionnement biologique. Ce type de fractionnement implique l'utilisation d'agents biologiques tels que les enzymes et les micro-organismes. Donc, les enzymes sont des protéines spécifiques impliquées dans des réactions de transformation. Donc, en absence de ces enzymes, les réactions vont se faire mais à des vitesses très lentes. En présence de ces enzymes, les réactions vont se faire à grande vitesse et on les appelle aussi donc des biocatalyseurs. Ces enzymes, lors des réactions de transformation, vont avoir une affinité pour les molécules à transformer, que sont les substrats, et après la biocatalyse enzymatique, on va obtenir de nouvelles molécules que sont les produits.
Les enzymes sont produites par des cellules animales, par des plantes, mais également par les micro-organismes. Donc, nous, au laboratoire, on s'intéresse essentiellement aux enzymes produites par les micro-organismes. Les micro-organismes sont obtenus à partir d'environnements où le végétal est dégradé naturellement. Et avant d'entamer des processus de production d'enzymes, il est nécessaire de vérifier que le micro-organisme choisi possède toutes les capacités nécessaires. Voyons maintenant quels organismes sont intéressants pour produire nos enzymes. Je travaille sur la dégradation de la lignocellulose par les micro-organismes dans la nature. Ces micro-organismes peuvent être soit des levures, soit des bactéries, soit des champignons. Et ces micro-organismes ont acquis, à travers différents processus de sélection, la capacité de dégradation de la lignocellulose. Ces micro-organismes qui ont acquis ces capacités vont être principalement retrouvés dans des environnements en lien avec la lignocellulose, comme le compost, le sol ou le bois en décomposition. L'idée, ici, dans le cadre de notre étude, c'est de s'intéresser aux mécanismes naturels existants dans ces différents environnements, qui peuvent se réaliser soit au niveau de jours ou de semaines, et de les répercuter dans un environnement au laboratoire où l'échelle de temps va être beaucoup plus courte, soit au niveau d'heures ou de jours. L'intérêt ici, dans un premier temps, va être de travailler soit avec des micro-organismes isolés, à travers des techniques de microbiologie classiques, mais comme il est extrêmement dur d'isoler des micro-organismes, environ seul 1% des micro-organismes de la flore totale existant sur Terre est cultivable, il va être également possible de travailler avec des consortia microbiens qui vont représenter l'ensemble des micro-organismes existants dans ces environnements. Ainsi, par exemple, pour 1 gramme de sol, on va retrouver 10 puissance 9 cellules microbiennes dans un environnement ici. Ces micro-organismes ou ces consortia vont ensuite être capables, à travers leur génome, donc le génome étant défini comme l'ensemble des gènes présents dans l'ADN de ces différents groupes, de produire, à travers la transcription de l'ARN et ensuite, à travers une étape de traduction, des protéines qui vont être des enzymes. Grâce aux différentes avancées dans le domaine de la génomique, l'étude des génomes, de la transcriptomique, l'étude de l'ARN, ou de la protéomique, l'étude des protéines, on va être capable de prédire les différentes protéines produites par ces différents micro-organismes capables d'interagir avec la lignocellulose. Dans ce deuxième schéma, si je prends ainsi l'exemple de ce micro-organisme qui a été isolé, par exemple à partir de compost, on peut étudier le génome de ce micro-organisme en allant séquencer son ADN. Si l'on étudie ensuite les différents gènes présents dans ce micro-organisme, par exemple à travers cette représentation ici en diagramme, on peut déterminer les différents gènes impliqués dans la dégradation de la lignocellulose. Par exemple ici en vert dans le cadre de l'hémicellulose, en bleu dans le cadre de la cellulose et en rouge dans le cadre de la lignine, et ainsi observer qu'il va y avoir des abondances variables et des fonctions variables entre ces différents gènes impliqués dans la dégradation de ces différentes molécules ici. La production d'enzymes par les micro-organismes se fait toujours par plusieurs étapes, toujours sensiblement les mêmes. Bien, la première consiste à mettre en culture ces micro-organismes dans un milieu adéquat qui contient donc tous les nutriments nécessaires à leur développement. Donc ces nutriments, ça peut être du glucose simple, mais ça peut être aussi des sucres complexes contenus dans les parois végétales, par exemple. Donc ici, on peut utiliser du son de blé, mais également de la paille de blé ou des résidus de maïs. Les milieux de culture qu'on utilise pour faire croître les micro-organismes peuvent être des milieux solides ou encore des milieux liquides avec des sucres ou des substrats solubles, ou encore des milieux liquides avec des particules végétales en suspension. Après la croissance microbienne, on va obtenir une grande quantité de micro-organismes qui seront capables de produire les enzymes. La deuxième étape consiste ensuite à extraire les enzymes à partir de cette culture microbienne. Dans ce cas, on a deux configurations. Donc, soit les micro-organismes sont sécrétés dans le milieu extracellulaire, il faut faire une centrifugation pour séparer les cellules du milieu extracellulaire et on va avoir donc les enzymes sécrétées. Soit les enzymes sont produites à l'intérieur des cellules. Dans ce cas, il est nécessaire de lyser, de casser les cellules pour obtenir le contenu intracellulaire dont les enzymes.
produire les enzymes de fractionnement des parois végétales, nous utilisons une bactérie qui produit des enzymes extracellulaires et à l'intérieur des cellules. Donc pour cela, nous allons la cultiver dans un milieu adéquat, favorable à sa croissance et qui va stimuler la production d'enzymes. Pour cela, nous insérons la bactérie dans le milieu contenant les parois végétales et nous les mettons dans les conditions adéquates. L'inoculation se passe dans cette enceinte qui est appelée PSM pour poste de sécurité microbiologique et qui va permettre de faire la manip en toute stérilité. Après cette phase, nous mettons le milieu de culture dans un incubateur qui va permettre de conserver la température, ici 50 degrés Celsius, et une agitation qui va permettre de rendre le milieu homogène, ici 200 rotations par minute. Après 15 heures, nous arrêtons la culture et on observe que la bactérie a fait sa croissance en observant le trouble dans le milieu de culture. Comme notre bactérie produit des enzymes extracellulaires et intracellulaires, nous allons réaliser une centrifugation pour séparer les cellules du milieu extracellulaire. Afin de séparer le milieu extracellulaire des cellules, nous allons centrifuger. Après centrifugation, nous avons une séparation entre le milieu extracellulaire qui contient les enzymes extracellulaires et les cellules qui forment le culot. Pour récupérer les enzymes intracellulaires, il nous faut casser les cellules. Nous réalisons le cassage des cellules grâce à cet appareil qui s'appelle FastPrep. Le FastPrep est un appareil qui va agiter les tubes à très grande vitesse et va permettre aux billes et va permettre aux microbilles de casser les cellules. Après le passage au FastPrep, les cellules sont cassées et nous avons les enzymes intracellulaires et des débris cellulaires. Pour séparer les débris cellulaires des enzymes intracellulaires, nous allons recentrifuger. Après la centrifugation, on a le milieu qui représente le surnageant, qui contient les enzymes intracellulaires et la couche de billes qui s'est formée en dessous. Après les cultures et le traitement des fractions cellulaires, nous obtenons des enzymes extracellulaires et intracellulaires qu'il va falloir caractériser. Et pour ça, je vais passer les enzymes à Corinne qui va pouvoir les caractériser. Une fois que nous avons caractérisé les enzymes, avant de les mettre sur la biomasse végétale pour dégrader cette biomasse, nous allons tout d'abord les caractériser, c'est-à-dire étudier leur fonctionnement. Et par exemple, la température de fonctionnement où l'enzyme est la plus efficace. On va aussi également déterminer leur activité. L'activité d'une enzyme, c'est sa capacité à transformer son substrat.
Donc pour déterminer l'activité d'une enzyme, je vais utiliser cet appareil qui est un spectrophotomètre. C'est un appareil qui mesure la densité optique ou l'absorbance d'une solution. L'absorbance d'une solution, c'est la capacité d'une solution à absorber la lumière. Donc pour mesurer l'activité de l'enzyme, j'introduis l'enzyme dans cette cuve qui contient son substrat. Cette solution a une densité optique de 0. J'introduis la cuve à l'intérieur du spectrophotomètre et je lance la mesure de la densité optique. Sur ce graphique, nous pouvons voir que nous avons une augmentation de la valeur de la DO en fonction du temps, ce qui nous indique que l'enzyme est en train de transformer son substrat. Au bout de 5 minutes, la solution qui était transparente au départ est devenue jaune, ce qui nous indique que l'enzyme a bien transformé son substrat et qu'elle a donc une bonne activité. Donc maintenant que nous avons caractérisé l'enzyme, nous allons pouvoir l'utiliser pour fractionner la biomasse végétale et pour obtenir les constituants de base tels que les sucres. Et c'est Quentin qui va poursuivre cette étude. Comme vous l'a expliqué précédemment Caroline en début de présentation, donc la lignocellulose correspond à de la matière végétale non alimentaire comme le bois ou la paille, issue de cultures telles que le blé ou le riz. Donc cette lignocellulose est composée de 3 parties. Donc la cellulose, qui contient des chaînes de sucre, l'hémicellulose, qui contient des chaînes de différents sucres, et enfin la lignine, qui contient des chaînes de molécules aromatiques qui rendent plus complexe la lignocellulose et empêchent son fractionnement. C'est pourquoi, à l'aide de ces enzymes produites précédemment, on peut fractionner, c'est-à-dire couper la lignocellulose pour produire des molécules d'intérêt qui seront utilisées par la suite dans l'industrie alimentaire ou dans l'industrie médicale. Par exemple, donc la cellulose peut être fractionnée pour libérer du glucose et ainsi être transformée en éthanol qui servira dans l'essence pour faire rouler les voitures par exemple. Ou l'hémicellulose peut elle aussi être fractionnée pour libérer des sucres tels que le xylitol qui est un édulcorant non cariogène qui pourrait être retrouvé notamment dans les chewing-gums sans sucre. Et enfin la lignine peut elle aussi être fractionnée pour libérer des molécules aromatiques telles que la vanilline qui est un arôme naturel qui permettra notamment de parfumer soit les gâteaux ou les yaourts dans l'industrie agroalimentaire, ou encore pour aromatiser donc les médicaments pour donner meilleur goût. Je vais maintenant vous montrer comment on utilise ces enzymes pour pouvoir dégrader la lignocellulose et ainsi libérer des molécules d'intérêt. Donc, je vais maintenant vous montrer comment on utilise ces enzymes. Donc pour cela, je vais introduire nos enzymes de fractionnement dans le bioréacteur contenant la lignocellulose. La réaction aura lieu pendant la nuit à 50 degrés. Donc après une nuit de réaction, je peux ensuite récupérer les molécules libérées dans le milieu réactionnel. Ces molécules d'intérêt pourront être utilisées directement ou alors elles pourront être utilisées pour être valorisées par transformation. C'est notamment l'exemple de nos sucres que Dorian va maintenant utiliser pour transformer et valoriser ces sucres. Comme Quentin vous l'a expliqué, on peut obtenir des sucres à partir de la lignocellulose. Je vais venir fonctionnaliser ces sucres, c'est-à-dire ajouter une partie à ces sucres grâce à l'action d'une enzyme. Cette enzyme va coller une partie grasse, donc de l'huile, au sucre. Dans cette bouteille, il y a donc l'enzyme et l'huile, et je vais rajouter les sucres que Quentin m'a donnés. L'enzyme va agir pour coller les deux parties. L'intérêt de coller ces deux parties, c'est d'obtenir une molécule
avec une partie grasse et une partie sucre. Ces molécules sont appelées tensioactifs puisqu'ils ont une partie, les sucres, qui aiment l'eau et une partie qui n'aime pas l'eau, la partie grasse. Ce sont des tensioactifs qui sont utilisés quotidiennement. Par exemple, dans les shampoings, dans le liquide vaisselle, dans la lessive. Le principe est assez simple. La partie qui n'aime pas l'eau va se coller à la tâche ou à la graisse et lorsque l'eau sera rajoutée, la tâche sera entraînée. Pour pouvoir suivre l'action de l'enzyme, donc le collage entre le sucre et la partie grasse, on va quantifier les tensioactifs grâce à une machine qui est une HPLC. Donc je vais mettre les vials dans l'HPLC qui est une chromatographie liquide et on va pouvoir démarrer l'analyse. Par exemple, ici vous avez un pic correspondant au sucre, ici un pic correspondant au tensioactif et ici un pic correspondant à la matière grasse. Ici c'est un temps court, on voit que le pic correspondant au tensioactif est très petit alors qu'un temps plus long permettra d'avoir l'apparition d'un tensioactif plus important. Et ce tensioactif est 100% végétal puisque la matière grasse vient de végétaux et également la partie sucre. L'intérêt, c'est que cette molécule sera biodégradable et non toxique. Comme vous l'avez vu, la bioraffinerie est donc un travail multidisciplinaire associant de la biochimie, de l'enzymologie, de la microbiologie et de la chimie analytique. L'intérêt final étant de trouver donc une alternative à la pétrochimie à travers des composés qui vont être renouvelables comme la paille de blé, ici, et qui vont être capables de synthétiser un ensemble de produits présents sur cette paillasse comme des cosmétiques, des produits ménagers, du bioéthanol, des plastiques ou même des molécules aromatiques. C'est notre responsabilité à nous, chercheurs, de trouver des alternatives et de nouveaux mécanismes à travers ces molécules renouvelables ici, mais c'est votre responsabilité à vous, citoyens, de faire attention à votre environnement et d'être vigilants. J'espère que ce film vous aura convaincu de l'intérêt de nos recherches. Et maintenant, nous vous invitons à nous poser vos questions auxquelles nous essaierons de répondre.